Culture Média avec Philippe Vandel et avec votre invité Philippe. Bonjour Catherine Pancol. Bonjour Philippe. Vous êtes romancière, vous êtes à la fois un phénomène d'édition, je vais le dire, premier roman à 25 ans. Premier roman, ça s'appelle Moi d'abord, bim, 300 000 exemplaires, énorme succès. Rebelote dans les années 2000, la trilogie, les yeux jaunes des crocodiles, la valse lente des tortues, les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Faut prendre son souffle quand on dit vos titres. 2 millions d'exemplaires en tout, livres traduits dans plus de 30 langues, y compris le russe, y compris l'albanais, et dans 34 pays, y compris les États-Unis. Et votre actualité, c'est ce nouveau roman, La mariée portait des bottes jaunes, c'est chez Albin Michel. Alors il y a une trentaine de personnages, plus de 700 pages. Je me suis demandé, de votre point de vue, c'est l'histoire de qui? Par qui avez-vous commencé? Est-ce que ce sont les deux enfants dans la voiture, India et Louis? Est-ce que c'est leur maman Muriel? Est-ce que c'est la maman de la maman, Aliénor? Ou alors le frère Ambroise? Ça raconte quoi? La première scène, c'est une mère sur une départementale A10 qui va vers Bordeaux et qui dépose ses deux enfants devant la grille d'un château. Et vous êtes avec les enfants? Parce que moi, vous racontez de la banquette arrière. Oui, moi je me suis installée sur la banquette arrière avec les deux enfants. Et quand j'ai entendu parler les enfants, je me suis dit, j'ai deux petits personnages formidables. Et vous arrêtez là et vous dites, c'est bon, on fait un roman? Non, mais j'allais beaucoup à Bordeaux à l'époque parce que je faisais beaucoup de conférences, de rencontres, de signatures. Et à chaque fois, il y a un gros libraire à Bordeaux qui s'appelle Mola. Bien et sûr. À chaque fois, il me logeait dans un château entouré de vignobles. Et c'est magnifique. C'est d'Anton Abbé français. Exactement, parce qu'il y a aussi ce château que vous avez appelé Berléac et son grand vin de Grave. C'est un personnage, mais mais la famille Berléac est un personnage. C'est ça l'idée. Mais c'est toujours le principe des sagas. Et c'est pour ça que c'est long. C'est qu'il y a beaucoup de personnages, qu'il faut quand même travailler chaque personnage pour que l'action vienne des personnages et pas de l'extérieur. Et donc... J'ai mal posé ma question. Oui, je voulais vous le dire, Philippe. Quand on fait les Windsor, il y a plein de personnages, mais il y a un personnage central, c'est la reine. Oui. Là, qui était votre personnage central? C'est Aliénor, c'est la reine du château. Comment on peut résumer l'intrigue? C'est compliqué, vous savez. Ça se passe dans le Bordelais. C'est l'histoire d'une grande famille. En plus, c'est un peu la richesse de la France, parce que les Texans, ils ont du pétrole. Nous, dans le Bordelais, on a du vin, et c'est 80% à l'exportation. Et ça rapporte énormément d'argent. Mais c'est pas tous les ans pareil. Il faut énormément travailler le raisin. Enfin, après, il y a tout le côté amateurisme, pas amateurisme, justement, savoir-faire. Exactement. Artisan. Ça se passe en 2010 parce que vous le dites, c'est l'année où les ventes françaises sont repassées devant les ventes italiennes. Beaucoup de documentation. Vous avez beaucoup travaillé ou vous étiez déjà féru d'œnologie? Non, j'ai énormément travaillé. Non, j'ai assisté aux vendanges, j'ai assisté à l'assemblage, j'ai assisté aux primeurs. Je suis allée surveiller la vigne à chaque saison pour savoir quels étaient les problèmes. Je souris, vous avez goûté? J'ai goûté, oui. Racontez votre première dégustation. De primeur? J'étais ivre morte à la fin de la journée. Parce que vous ne saviez pas qu'il fallait cracher. Parce que je ne savais pas qu'il fallait cracher. Et surtout quand vous goûtez du chaspline ou du cheval blanc... Ça fait mal au cœur. Faut pas recracher. Alors je me disais, je recracherai plus tard, je goûte encore un petit peu. Et puis surtout qu'on mélange on mélange le blanc, le Château Yquem, et on mélange le rouge, et on mélange à la fin, on se régale avec du champagne. C'est une dégustation du Château Yquem, on va dire ce que c'est. C'est peut-être le sauterne le plus prestigieux. C'est le plus prestigieux, ça, il n'y a pas de doute. Mais au bout de 8 verres... non, c'est pas 8 verres, non, quand même. Non, mais c'est à force de goûter. Puis il y a tous les grands crus qui sont là, donc on goûte à tout. Horizontal et vertical. On va expliciter le titre. La mariée qui portait des bottes jaunes, c'est Muriel. C'est la mariée portait des bottes jaunes. Oui, non, mais c'était ma phrase. La mariée qui portait des bottes jaunes. Non, le titre, c'est la mariée portait des bottes jaunes. Je sais, mais comme j'ai repris ma phrase... Oui, mais vous mettez le qui dans le titre. Ah, vous avez raison. Alors on va respecter. La mariée portait des bottes jaunes. Voilà. La mariée, virgule, c'est Muriel. Voilà. Ça vous est venu comment? Elle est morte de rire. Non, parce que c'est tellement magique un titre. Vous enlevez un mot, vous en rajoutez un, ça marche plus. Évidemment. Mais je voulais savoir qui était cette mariée et pourquoi Muriel. C'est la mère des enfants qui abandonne un jour ses deux enfants devant la grille du château. Alors, c'est la fille du château. Elle est partie parce qu'elle est tombée amoureuse d'un journalier et elle s'est enfuie avec lui. Mésalliance totale. Bon. Sauf que non, c'est pas une histoire de mésalliance parce que la mère, Aliénor, elle est beaucoup plus fine que ça. Oui, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Évidemment, on ne peut pas résumer mal. Si ça fait 730 pages, c'est pas pour rien. On ne peut pas résumer en quelques moments 730 pages. Et Muriel, à un moment, a eu peur de se retrouver seule dans la vie avec ses deux enfants parce que son mari, son amour était parti et prise de panique, elle épouse le pauvre Franck qui va être aimé par personne, ni par les enfants, ni par elle, et qui va finir tragiquement.
Et pour montrer son désaccord vis-à-vis de... Il ne faut pas me lancer, Philippe. Je vous lance pas. Pour Je vous lance pas. Vous savez ce que je vais lancer? C'est simple, je vais lancer une pause. Catherine Pancol. Non, mais vous m'avez posé une question, je réponds. Et vous savez quoi? Non, vous pouvez pas répondre. On réfléchit à ce qu'on va dire. On marque une pause. On revient. J'ai pas répondu à la question. Mais justement, les gens vont rester pour connaître la réponse. Ça s'appelle un teaser. Vous le faites. Des fois, ça s'appelle un cliffhanger dans un roman, vrai ou pas? Je sais, ouais. Et vous en faites plein des cliffhangers dans ce roman. Ouais. Il y en a partout. Europe 1. La mariée portait des bottes jaunes, c'est le titre du dernier roman de Catherine Pancol paru chez Albin Michel. Catherine Pancol qui est l'invitée de Culture Média jusqu'à 11h. Et justement, chose promise, chose due, on va expliciter le titre. Je vais lire un extrait, c'est au tout début. Le jour de son mariage avec lui, elle portait un tailleur vert pomme, une voilette violette, des bottes en caoutchouc jaune, un sac à main rouge cerise, un perroquet sur les marches de la mairie. Comment ça vous est venu? Parce qu'elle fait un mariage d'oraison. Parce qu'elle se dit comment je vais élever mes enfants, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Elle fait des ménages quand même, elle en est rendue à faire des ménages et donc elle est un peu inquiète sur son avenir et elle va épouser le premier type qui la demande en mariage. Et pour montrer sa désapprobation, parce qu'elle a fait un premier mariage d'amour et ça c'est pas un mariage d'amour, elle porte des bottes en caoutchouc jaune. Parce que vous savez qu'au Moyen-Âge, le jaune, c'était la couleur de la désolation, de la mélancolie. De l'infamie. Ouais. Exactement. La preuve, on dit toujours un jaune, c'est un traître. Oui, exactement. Ça existe toujours, on dit les jaunes. Oui, c'est vrai. Et l'étoile jaune qui vient aussi du Moyen-Âge. Ouais. Vous dites que quand vous travaillez, vous devenez tous les personnages. Oui. Ah oui, je retombe en enfance pour les enfants. Je monte à cheval pour Aliénor. Ouais. Je deviens un homme assez puissant pour Ambroise. Oui, c'est très intéressant. Et alors, certaines phrases, parce que parfois c'est raconté du point de vue de l'enfant, par exemple, quand vous êtes à l'arrière de la voiture, avec Muriel qui est devant, et elle prend le point de vue, c'est Catherine Pancol, prend le point de vue des enfants. Il y a une phrase que j'ai adorée, celle que j'ai lue. Le jour de son mariage avec lui, elle portait un tailleur vert pomme. Le jour de son mariage avec lui, c'est un enfant qui dit ça. Normalement, on dit le jour de son mariage. C'est comme quand on dit c'est une copine à moi. Bah oui. Et je me suis dit, waouh, elle a un enfant le jour de son mariage avec lui. Oui. Vous en étiez rendu compte de ça? Non, mais je fais exprès parce que je passe de la tête d'un personnage à l'autre. Bien donc, sûr. Donc oui, je parle comme là, c'est India qui dit ça. Sa fille, c'est la fille de Muriel qui raconte le mariage de sa mère. Forcément. Elle va pas parler comme une adulte. Vous aviez aussi un frère quand vous étiez petite, plutôt vous avez une enfance avec votre frère. Est-ce qu'ils ont servi comme modèle à India et Louis? Ça, c'est très drôle. Je m'en suis rendu compte à la fin du livre. Je me suis dit, mais ils viennent d'où ces deux enfants? Et après, je me suis souvenu de mon petit frère et moi. Et c'est vrai qu'on ressemblait beaucoup à ces deux-là. Mais je ne le savais pas en écrivant. Je m'en suis rendu compte, mais même après l'apparition du livre. Ah oui? Ouais. Il vous arrive de galérer avec votre histoire, avec vos personnages? Oui. Ah oui. La page blanche, l'horreur. Ah oui, vraiment. Mais est-ce que ça vient pas du fait que vous ne faites pas de plan? Non, je pense que ça vient du fait... Parce que vous êtes très particulière, il faut dire, la manière dont vous travaillez, Catherine Pancol. J'ai tout dans la tête, en fait. J'ai pas besoin d'avoir un plan. Mais je pense que si j'avais un plan, je m'ennuierais tous les jours. Alors que là, comme je sais pas ce qui va se passer, je vais au cinéma tous les jours voir ce que je vais inventer. C'est vrai? Et je pense que ça marche pour le lecteur et la lectrice aussi. Comme moi, je ne sais pas ce qui va arriver, je pense qu'eux, quand ils lisent, ils sont vraiment tenus en haleine. Vous étiez venu nous voir en 2019 pour votre 19e roman, Bedbug, je me trompe pas. Ouais. J'ai eu peur de mettre... Vous vous souvenez de votre passage ici? Oui, très bien. C'était une histoire incroyable. Oui, je sais. Je m'en souviens très bien. Et vous savez pourquoi? Oui, je sais très bien. L'histoire de Rose Robinson, elle avait 29 ans, elle était célibataire, chercheuse au CNRS, elle travaille sur une luciole bien particulière. Il était question de sexualité, il était question de plaisir féminin, de harcèlement. Vous aviez comme toujours fait une longue enquête journalistique. C'était le 6 novembre 2019, on est en Culture Média, au micro. Vous me racontiez comment et surtout pourquoi, parce que c'était ma question, vous étiez devenu journaliste. Moi, je suis devenue journaliste à la suite parce que je travaillais, pour payer mes études, je travaillais, donc j'étais inscrite dans une agence intérimaire. Ouais. Et je suis devenue journaliste parce que j'en avais marre, justement, de carrément me faire renverser. Les types, ils vous renversaient. Mon dernier boulot, le type m'a violée. Et là, je me suis dit, je n'en peux plus. Et donc, je suis allée le voir, je l'ai menacé, j'ai dit, vous me donnez 6 mois de salaire d'avance. Et j'avais tellement la rage que je suis sortie avec mon chèque et que je pleurais sur le trottoir. Pardon de dire ça, mais je ne m'attendais pas à cette franchise, je ne m'attendais pas à ce que vous me racontiez comme ça un viol. Parce que je pense que c'est le quotidien de beaucoup de femmes et que je pense que avant on n'en parlait pas, il fallait pas en parler et c'était normal. C'était normal, c'était la banalité des faits. Maintenant, au moins, les femmes peuvent parler et tant mieux. C'était la première fois que vous le disiez et depuis votre parole s'est libérée. Oui, parce que je trouve que le mouvement MeToo a fait on est obligé de parler, mais on ne peut plus se taire. Si vous vous taisez, vous passez du côté des violeurs. Donc maintenant, j'assume. Et je raconte, voilà.
Et en plus, j'ai pas à avoir honte. Vous voyez, c'est ça, ça se renverse cette histoire, quoi. Je vais revenir à l'écriture. Oui, revenons à l'écriture. Chaque roman de vous se vend entre 500 000 et 800 000 exemplaires. Pour situer, un éditeur est très très content quand il dépasse les 10 000. Et vous dites qu'il y a une légende qui vous agace. Vous dites, la légende, c'est Pancol écrit des best-sellers. Et vous ajoutez, comme si c'était facile. Non, c'est pas ça. C'est que moi, avant, si je parlais de moi, je dirais Pancol écrit. Voilà. Il se trouve que ça rencontre toujours beaucoup de gens et il se trouve que moi je pense qu'il faut être sincère quand on écrit. Et puis moi je travaille l'écriture, mais beaucoup. Quoi. J'écris pas, je pisse pas de la copie. Quoi. Je peux passer 5 heures sur 10 lignes, vous voyez. Donc quand on dit Pancol écrit des best-sellers, il y a un côté de voilà, elle fabrique de la charcuterie, elle débite des tranches de jambon. On est d'accord. Non. Je cherche mes mots. J'ai énormément lu, j'ai beaucoup de modèles dans la tête et c'est ça qui m'énerve. Je suis d'accord avec vous, je partage cet énervement. Catherine Pancol, la mariée, portait des bottes jaunes. On va parler de séries, on va parler de musique. Il y a Santa d'Eiffenhafen qui va arriver. On a encore un gros programme jusqu'à 11h. Culture Média continue sur Europe 1.